Chers amis spectateurs, amoureux du cinéma comme nous, bonjour et bonjour Arthur. Bonjour Frédéric. Nous sommes aujourd'hui que deux, donc restreints, et nous n'avons pas énormément de films non plus. Je vais commencer, je voulais revenir très rapidement sur L'île aux chiens, dont vous aviez assez longuement parlé, je Oui. crois. Donc moi, j'ai aussi beaucoup aimé. Je trouve quand même que le dernier tiers pédale un petit peu parce qu'on se lasse un petit peu du procédé avec les chiens. Et je pense qu'il ne savait pas très très bien comment terminer son film, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je recommande moi aussi d'aller le voir, parce que je crois que c'est bourré d'imagination, c'est merveilleusement fait, et c'est très riche. C'est très riche, c'est sûr, effectivement. Ces chiens qui en même temps sont des humains, donc je veux dire, puisqu'ils Oui. parlent comme des Oui, humains, complètement. et c'est une métaphore complète. Donc on a beaucoup de choses dedans, il y a de la poésie, il y a la trahison, il y a l'amitié, il y a aussi les dictatures molles ou dures, ce qu'on a à peu près sur tous les régimes selon. Voilà, donc L'île aux chiens, ben, moi aussi, j'adhère avec une petite réserve sur la fin. J'ai trouvé ça un petit peu long, mais j'adhère aussi. Alors maintenant, passons à ceux que nous avons vus. Arthur, tu as vu des films, et ben, à toi la parole. Alors, Paul, apôtre du Christ, qui sort cette semaine avec James Faulkner et Jim Caviezel. Jim Caviezel qui jouait dans le Christ dans La Passion de Mel Gibson. Et oui, Olivier Martinez, qui est un acteur français qui vit aux États-Unis. Qui tourne de temps en qui temps, tourne mais de qui temps n'a à jamais autre. crevé l'écran. Non. Donc en fait, nous sommes à Rome sous l'empereur Néron. Néron a enfermé Paul en prison et persécute les chrétiens. Et donc Paul de Tarse reçoit la visite de Luc, qui va l'interroger sur son passé et puis surtout transcrire ses paroles pour la communauté qui est de plus en plus importante et de plus en plus persécutée. Donc on va le dire d'emblée, le film ne va pas marquer l'histoire du cinéma. Son habillage qui est à la limite du kitsch, notamment lorsque le réalisateur s'essaye au flashback pour revenir un peu sur le passé de Paul, avant sa conversion, puis sa conversion. On est sur une image un peu filtrée, laiteuse, qui n'est pas très jolie, pas très bien foutue. Et ça risque d'en agacer plus d'un, mais pourtant, malgré ce défaut formel assez important, il se passe quelque chose dans ces derniers jours de la vie de Paul de Tarse, comme une sorte de vérité contre laquelle on ne peut pas vraiment lutter, même nous, Français, qui pouvons être un peu lassés d'émerveillement ou surtout assommés de sentimentalisme un peu factice. Parce que sans l'édulcorer, le réalisateur choisit de laisser en arrière-plan cette persécution, alors que d'autres nous l'auraient jeté au visage. Lui laisse un peu de côté ça pour mieux se concentrer sur les questionnements en fait, que ce martyr suscite. Et c'est là où ça devient assez intéressant, parce que c'est un peu un zoom salutaire qui fait écho aujourd'hui avec notamment ce qui peut se passer dans certains pays, et qui pose la question de l'intégrité spirituelle que nombreuses personnes peuvent se poser. Et donc c'est un film qui surprend par sa justesse de ton, sa sincérité, sa vérité, qui n'a pas besoin d'esbrouf, et qui, même en dépit de voilà, encore une fois, de ses grosses faiblesses formelles, surprend et offre un réconfort, et porte un défi qui est quand même 2000 ans après, encore révolutionnaire. Donc c'est vraiment un film qui est surprenant parce qu'il touche, malgré un habillage pas génial, voire un peu kitsch, quoi. Donc c'est un film à voir. C'est un film à voir, ouais, c'est un film à voir. Surtout qu'on n'a jamais eu énormément de choses sur Paul. Alors là, on a très peu de choses sur Paul, hein. On est Paul qui est dans sa prison, dans la pénombre, Luc qui vient le visiter. Et on a voilà, un peu de le passé, mais qu'on connaît tous, ou voilà, tous ceux qui sont allés au Caté une fois dans leur vie connaissent sur Paul. Donc on n'apprend pas grand-chose sur lui, et on est plus sur voilà, ces chrétiens qui sont une communauté à Rome qui sont persécutés et qui se posent des questions en disant voilà, on fait quoi? Est-ce qu'on se laisse persécuter? Est-ce qu'on va délivrer Paul et qu'en même temps on va montrer à Néron et aux Romains qu'il faut se battre et qu'on ne va pas se laisser faire? Et voilà, donc c'est des questions que chacun peut se poser et surtout qu'on comprend, quoi. Et qui était dans cette religion, parce qu'il ne faut pas oublier Ouais, c'est vraiment les tout que le premiers Christ chrétiens. était un juif. Ouais. Donc on vient de la religion juive, cette religion chrétienne, et que les juifs, c'est pareil. Il y a ceux qui voulaient se battre et ceux qui subissaient. Exactement. Et là, ce que j'ai trouvé touchant, c'est que c'est encore une fois, c'est un message qui paraît très simpliste, qui paraît un peu gnangnan, mais qui est quand même ultra révolutionnaire. C'est non, tu ne vas pas te battre et tu vas pardonner à ton bourreau et tu vas même l'aider si tu peux l'aider, quoi. Et il le dit sans esbrouf, il le dit sans faire des tonnes, de manière assez simple. Par exemple, il y a une scène qui est assez qui arrive sur la fin, qui est assez bouleversante, où Luc se retrouve dans une prison avec d'autres chrétiens de tous les âges qui vont aller dans la fosse aux lions. Et donc il y a une tension, il y a un truc qui se met en place.
Et puis là, tout d'un coup, voilà, il commence à faire un autre repère, quoi, tout simplement. Et juste ça, la manière dont on s'est amené, la manière dont on s'est montré, le découpage, bah, voilà, c'est très émouvant. C'est une Quoi. tranche émouvante. Ouais. C'est très émouvant. Il y a plein de petites scènes comme ça voilà, encore une fois, c'est un message qui est révolutionnaire et qui nous redit 2000 ans après que ça l'est et à quel point ça l'est. Donc c'est un film à voir et un film assez étonnant. D'accord. Alors, un film que j'ai vu, moi, qui s'appelle Los Adioses de Natalia Baristin, qui est un film dont le sujet est intéressant, puisque c'est l'histoire de Rosario Castellanos, un écrivain mexicain, une écrivaine, comme on dit, enfin un écrivain femme pour moi, mexicaine, qui paraît-il était parmi les meilleurs écrivains, qui a lutté à son époque parce qu'il y avait le machisme, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été aussi connue, mais maintenant paraît-il qu'elle est très connue. Elle a été ambassadrice, elle a eu aussi des postes importants dans les facultés, etc. etc. Alors c'est l'histoire de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a connu un homme qui était un écrivain aussi, et qu'en fait, ils étaient amants. Ils se sont mariés plus tard, mais ils ont toute une période où ils ont été amants, et ils étaient rivaux. Alors, le sujet peut être intéressant. Malheureusement, c'est complètement raté. Vous avez des scènes sans arrêt, vous avez des scènes où ils sont au lit, à se faire des petits bisous, etc. Alors on les voit tous les deux jeunes, et tous les deux plus tard quand ils sont mariés. Alors vous avez une scène où on les voit jeunes, tous les deux, ils sont pas mal. Déjà après, ils sont moins bien. Et vous voyez la même scène qui revient après. Alors lui plus vieux, elle plus vieille. Ils se font des petits bisous aussi. Ensuite, vous les voyez face à face sur une machine à écrire. Lui, elle n'est pas contente parce qu'il fait du bruit avec la machine à écrire. Et vice-versa, etc. C'est traité d'une façon, mais je veux dire, c'est lamentablement traité. Donc, malheureusement, sur un sujet qui aurait pu être intéressant et nous faire découvrir cet écrivain mexicain qui, paraît-il, est connu là-bas, non, on découvre rien parce qu'on n'a pas envie d'en savoir on n'a plus. pas envie de rentrer là-dedans. Alors, il y a La Route sauvage, je ne sais pas si tu l'as vu. Malheureusement, non, ça me tentait beaucoup. Alors, c'est de Andrew Egg, c'est son 4e long métrage. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Charlie, dont la mère est morte, donc c'était déjà une souffrance puisqu'il l'a très peu connue. Il vit avec son père, il adore son père, et puis son père drague une femme qui est mariée, donc la personne, son père a peur en disant j'ai peur qu'il vienne me casser la gueule, enfin bref, et puis l'autre vient se battre avec lui et malheureusement il le tue. Enfin, il enfonce quelques bruits de verre dans le ventre et le père meurt à l'hôpital. Donc le fils effectivement est là complètement à la dérive, donc il ne sait pas très bien quoi faire. Il était embauché chez un éleveur de chevaux, un entraîneur de chevaux qui est assez dur, interprété par Steve Buscemi, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a beaucoup vu. C'est un acteur de deuxième zone, on peut dire, mais qui joue toujours bien et qu'on a vu dans beaucoup de films. Il est très spécial, moi j'aime beaucoup. Il a un physique très particulier. Et avec un physique particulier, diction particulière, absolument. Donc un personnage au cinéma qui joue le rôle de cet entraîneur de chevaux de course, et qui sont des quarters américains, pur sang. Et donc il travaille là, il se prend d'amitié, et puis tout d'un coup, il y a un cheval qui n'a pas réussi, donc l'autre, quand le cheval ne réussit pas, il le vend, c'est-à-dire c'est la boucherie, ou c'est quelqu'un qui va le... Bon. Donc lui, il se prend d'amitié pour ce cheval-là, et quand il voit que le cheval a échoué à être le premier à une course parce qu'il n'était pas très bien, fait une fugue et part avec son cheval. Donc évidemment, il n'y a plus personne, et il a une vague tante qui est à l'autre bout des États-Unis, et c'est son parcours à travers les États-Unis avec ce cheval, qui à un moment d'ailleurs a un accident avec une voiture et meurt, donc au grand désespoir de cet enfant, et puis qui va retrouver sa tante à la fin, et puis je ne vous dis pas, parce que ce n'est pas l'intérêt de raconter le film, mais de dire que c'est vraiment un très beau film, bien interprété. Quand on aime les chevaux, en plus, on se régale aussi. C'est vraiment un film à voir. Je trouve que c'est fait avec de la gentillesse, de l'humanité, de la poésie. Et on voit ce garçon paumé qui, au fur et à mesure, voit les difficultés de la vie, les difficultés de ce parcours avec un cheval, de nuit, de jour, etc. Et cette amitié avec son cheval, déjà, on sent qu'il devient un homme parce qu'il commence à avoir des désirs sérieux. C'est-à-dire qu'avant, bon, c'était un petit garçon. Et là, bon, il sait ce que c'est que d'avoir un ami. Son ami, c'est le cheval. Et puis ensuite, il va revoir sa tante, et puis là, bon, ça va aller mieux pour lui parce qu'il ira à l'école. Enfin, on sent que c'est comme dirait Sartre, l'enfance du chef. Oui. C'est un beau film. C'est un beau film.
Alors moi j'ai vu un autre film, alors pour le coup qui est pas très bon, qui s'appelle Rampage, hors de contrôle. C'est un film avec Dwayne Johnson, vous savez, c'est une grande star américaine. Voilà, il y a des films qui existent que pour satisfaire le public qui a fait naître sa guest star, quoi. Et c'est-à-dire que Dwayne Johnson fait partie de ça. C'est-à-dire rien que sa tête sur une affiche, son nom sur une affiche va remplir les poches des producteurs et puis va satisfaire aussi le public qu'il a créé. Avec un divertissement assez, voilà, qui est offert à un large public, donc en gros ça va de 12 ans à plus, et qui divertit de manière assez honnête. Donc pour les néophytes de l'ancien catcheur, qu'on surnommait The Rock, on ne va pas leur reprocher de ne pas connaître sa filmographie, parce que vous voyez un film et vous connaissez toute sa filmographie, quoi. C'est en gros vous avez du gros muscle, un peu d'humour, juste ce qu'il faut de réflexion, pas trop d'hémoglobine parce que justement il faut taper très large, et puis un happy end garanti. Donc ici, Dwayne Johnson, il est primatologue, il a un peu de mal avec les relations humaines, il préfère les relations avec ses amis les gorilles. Et à la suite d'une expérience physique qui tourne mal, son singe qu'il a élevé va se métamorphoser en espèce de monstre un peu incontrôlable et avec... C'est pas le singe de Clint Eastwood. Non, pas vraiment. Et il va devenir, voilà, il va faire 10 mètres, il va devenir enragé, et puis, sauf que le problème, c'est qu'il va pas être le seul, quoi. Mais il prend une dimension, genre, Plus grand que King Kong, encore. Ah bon, c'est d'accord. un monstre, Oui, puis il y a un loup, pareil, qui va faire 10 mètres de haut, puis un crocodile, puis voilà. Et donc, forcément, Dwayne Johnson va être appelé à la rescousse pour sauver la planète, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des films qu'on peut appeler des films de samedi après-midi, pendant la sieste, où on pose un peu son cerveau, on regarde, et c'est bien foutu, c'est marrant, on s'amuse, et puis on oublie après, quoi. Là, le problème, c'est que c'est vraiment une surenchère qui tourne dans le vide. On s'ennuie profondément. Heureusement, quoi, pour le producteur, le film est tellement bruyant. J'ai rarement vu un film qui faisait autant de vacarme, ce qui fait qu'on ne peut même pas un peu somnoler, quoi. On est obligé de rester éveillé. D'ailleurs, on sort saoulé du film. C'est très long, il n'y a pas de rebondissement. On a rarement vu un film aussi prévisible. C'est formellement indigent. Donc voilà, c'est vraiment même s'il y en avait des fans de Dwayne Johnson ou de ce genre de film-là, celui-là est vraiment un de ses plus mauvais films, quoi. Je ne le recommande pas du tout. Et il est sorti... Il sort cette semaine. Il sort cette semaine. Il sort Donc cette on semaine, sait pas ce que ça donnera, parce que quelquefois des films comme ça, malheureusement, font lui, des il marche scores. toujours. Il marche toujours. Il ça. avait fait le remake de Jumanji il y a quelques mois, qui était absolument. assez amusant d'ailleurs. Oui, qui était gentil, moi je quoi. ne l'ai pas vu, mais ça a pas mal marché. Oui, Du ça tout. marche très bien. Non, Il ça jouait marche, dans les gens aiment bien ça. il avait fait quoi? Il jouait dans Fast and Furious également. Voilà, il sort deux films C'est par la an. série Fast and Furious. Hein. Oui, dans les séries, il avait commencé à partir du 3 ou Ça, 4, je crois. ouais. Il sort 2 films par an en moyenne. Mhm. C'est toujours le même genre de film. C'est toujours des films d'aventure, gros muscles, pas trop de sang, qui finit bien. Ça voilà. marche. Et là, c'est... Non. Indigent, oui, Ouais. carrément. Oui. Ouais. Donc, recommandé de rester chez soi. Voilà. Quand on voit ce Au film. mieux. Bon, nous arrivons à la fin. Moi, j'ai juste un petit film, mais bon, c'est un film qui se joue que dans 4 salles à Paris. S'appelle Les Anges portent du blanc. C'est un film de Viviane Khou, que je ne connaissais pas. C'est son 2e film. C'est une chinoise, mais il faut retenir le nom Viviane Khou parce que je trouve que son petit film est très intéressant. Nous sommes dans une station balnéaire, donc on est là, c'est bien filmé, et puis on voit tout d'un coup une statue de Marilyn Monroe, tout en stuc, en plâtre plutôt, en plâtre, qui doit faire une dizaine de mètres de haut. On voit sa culotte, puisque elle était au-dessus de la bouche du métro de 7 ans de réflexion du film. Alors, elle a filmé ça parce que ça s'est trouvé comme ça quand elle filmait dans le coin. Et elle en a profité pour l'incorporer dans le film. Alors, l'histoire, c'est en fait 2 petites filles qui se retrouvent dans un hôtel parce que la mère est allée faire quelque chose, elle ne les a pas gardées. Donc, la mère est en tort, on verra après. Donc, c'est aussi une critique des gens qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Et les 2 petites filles se retrouvent dans un hôtel pour attendre leur mère avec quelqu'un d'une 50aine d'années qui les fait boire des bières et finalement, à ce qu'il arrive, et il les a violées. Donc c'est effectivement un film qui défend aussi dans tout ce qu'on a maintenant, Dieu merci, mais sans exagérer du tout. Ça n'est pas le message « tout le monde est un porc ». Et tous les hommes sont des porcs, mais c'est la défense effectivement de ces gens qui agissent comme ça, même si ensuite il explique qu'il avait trop bu, enfin il a fait boire les petites filles, etc. Donc c'est l'histoire de la mère, d'une avocate aussi, qui essaie de faire une enquête, qui a du mal à faire parler la fille qui était de nuit à l'hôtel, parce qu'elle ne veut pas parler, parce qu'elle ne veut pas perdre sa place. Et en fait, elle a une vidéo
où on voit l'homme qui est là, qui tire les petites filles, qui les fait rentrer, tous les sous un peu, etc. Donc on sait qui c'est. Bon, bref, à la fin, on s'aperçoit que, oui, l'homme est quand même trouvé par la police grâce à l'avocate. Donc il y a aussi tout le jeu de l'avocate avec la fille de l'hôtel, etc. Donc c'est vraiment une histoire qui est bien foutue. Et à la fin, on s'aperçoit que, évidemment, il va s'en sortir parce qu'il y a des gens qui il proposent, naturellement, il a de l'argent, donc il propose de faire éduquer la petite fille. Donc il y en a un qui dit oui, et puis l'autre dit oui aussi, finalement, même s'il dit mais qu'est-ce qui va lui arriver en justice? Ben non, s'il paye pour ça, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on le poursuive. Donc c'est tout le problème de cette histoire-là. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est bien raconté, ça se tient bien. À la fin, d'ailleurs, effectivement, on voit la statue qui est déboulonnée et qui part sur un camion, puisque la statue est déboulonnée parce qu'en Chine, et ça c'est effectif, ça s'est passé quand elle tournait, en Chine, ils n'avaient pas aimé parce qu'on voit quand même la culotte de Marilyn Monroe, bon, même en plâtre, ça ne se fait pas de montrer les jambes de Marilyn Monroe, donc comme elle fait un message féministe en même temps, elle montre que la pauvre femme, même symbole sexuel, est toujours méprisée. Ceci étant, elle a le sens du cinéma, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, elle a des prises de vue qui sont joliment faites, on ne s'ennuie pas un instant, c'est bien fait. Alors, retenez ce nom, c'est Viviane Coux, j'espère qu'elle fera autre chose, parce que c'est bien. Alors, il n'y a que quelques salles, mais ceux qui ont envie de le voir, allez le voir, vous verrez. J'irai le voir. Voilà, je crois que tu as encore d'autres films. Pas Moi, pour je n'ai cette pas semaine. grand-chose non plus. Je Cette n'ai semaine, pas c'est regardé ce qu'il y a. Je sais qu'il y a des films pour les amateurs de cinéma, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'autre en ce moment. Non. Non, puis Cannes arrive, donc il y aura une grosse actu et il se réserve un peu pour la suite. Oui. Alors on peut dire aussi, pour ceux qui ne savent pas et qui ont la chance d'être à Paris, qu'en général, un week-end, vous avez un week-end pendant Cannes ou au Gaumont Opéra, et ils projettent des films de Cannes. Donc si vous voulez voir 4, 5 ou 6 films, en général c'est de l'ordre de 4, 5, 6 films de Cannes, le Gaumont Opéra, vous regarderez dans les livres adéquats ou sur Internet, et vous verrez la date, c'est en général un week-end, et c'est toujours plein d'ailleurs. On voit les films en avant-première sans être à Cannes. Bon à savoir. Mais pas tous. Voilà, merci. Et puis à la semaine prochaine, où vous retrouverez Anne et Maxime et Arthur. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir pour cette émission sur les livres Aude Mirkovic. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes maître de conférences en droit privé, spécialiste du droit de la famille, et vous avez particulièrement approfondi cette question de la GPA, PMA-GPA. Vous avez déjà d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle PMA-GPA, quel respect pour les droits de l'enfant, c'est chez Teki. Vont commencer là, très bientôt, les états généraux de la bioéthique. Et ce livre, me semble-t-il, est une parfaite initiation pour ceux qui ne comprendraient pas bien, qui, sans avoir d'ailleurs de notions juridiques, parce que votre livre est très facile à lire. Qu'est-ce qui vous a précipité dans ce combat, Aude Mirkovic ? Écoutez, je me suis retrouvée dans ce combat malgré moi, parce que pour tout vous dire, la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, tout ça, ce ne sont pas des sujets qui sont passionnants a priori. Ce sont des sujets qui sont dramatiques et qui engagent notre société, qui engagent l'humanité, qui engagent les enfants concernés. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans ce combat plus par devoir, si je puis dire, que par intérêt. Même si le sujet est intéressant, bien sûr, mais c'est l'enjeu humain qui a fait que je n'ai pas pu rester les bras ballants à regarder s'installer dans la société ce genre de pratique. Et puis, en effet, je suis enseignant-chercheur en droit, spécialiste en droit de la famille. Et donc, le droit est sollicité en première ligne sur ces questions. Et donc, dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'occasion d'approfondir et, en effet, de me rendre compte jusqu'à quel point ces techniques mettaient en danger les enfants et leurs droits. Et c'est pourquoi je n'ai pas eu le choix que de m'engager dans ce combat. Est-ce que aussi ces techniques font naître des espoirs absolument mirifiques pour des gens qui sont bloqués de toutes sortes, y compris
un couple marié tout à fait normalement. Ah ben, et oui, ces techniques permettent aux gens d'obtenir des enfants, mais à quel prix? C'est-à-dire que dans un état de droit digne de ce nom, la réalisation des désirs trouve sa limite dans le respect d'autrui et d'un point de vue un petit peu technique, dans le respect des droits d'autrui. Or, malheureusement, certaines techniques de PMA et la GPA dans tous les cas eh bien, ne sont pas compatibles avec le respect des droits des enfants. Donc il faut juste choisir, est-ce que les droits des enfants, on les jette aux orties? On dit que maintenant les enfants sont au service des désirs des adultes. Des biens à acheter. Voilà. Où personne ne considère vraiment l'enfant comme un bien. Tout le monde a toujours beaucoup d'amour à lui donner, mais ce n'est pas une raison pour le traiter en effet comme si c'était un objet. Ou alors est-ce qu'on respecte vraiment l'intérêt de l'enfant, le droit de l'enfant? Et du coup, ça exige de renoncer en effet à certains désirs. Alors, vous justifiez votre engagement parce que vous dites à un moment donné, enfin, le professeur de droit qui s'engage, qui est un petit peu vous, qui dit oui, on pourrait me dire, mais occupe-toi d'abord de tes enfants et puis après on verra. Et alors vous avez cette réflexion amusante. Mes enfants, oui, ils seront bien élevés dans un monde pourri. Bonjour le cadeau. Par ailleurs, quand ils me demanderont comment on a pu laisser s'installer la GPA en restant les bras ballants, je leur répondrai que je ne pouvais rien faire parce que je devais les accompagner au tennis. Vous avez beaucoup d'humour. Merci. Ça, c'est vrai qu'il y a quelques petites remarques dans cet ouvrage que je pourrais m'approprier. En effet, c'est ça, c'est que oui, le but, c'est que nos enfants, nos familles ne pâtissent pas des engagements qu'on a, mais d'un autre côté, les engagements sont une nécessité et nos familles pâtissent et nos enfants pâtiront de nos manques d'engagement. Absolument. Donc, il faut trouver l'équilibre. Alors, décrivez-nous vos deux personnages, ces deux femmes, ces deux combattantes. Alors, ce sont deux jeunes femmes. Jane et Carole. Voilà, donc l'une, ce sont deux juristes, comme on le voit sur la couverture. Elles portent les robes de nos professions juridiques. Et une est professeure à l'université et l'autre est avocate. Et toutes les deux vont se rencontrer dans des circonstances qu'on peut découvrir dans le roman. À vrai dire, c'est l'avocate qui sollicite la prof pour lui demander de l'aider à porter plainte contre des sociétés américaines de gestation pour autrui qui viennent en France démarcher le marché français et proposer aux Français de se procurer des enfants par GPA aux États-Unis. Voilà. Et l'histoire, la trame du roman, c'est la procédure avec tous ces rebondissements et toutes les difficultés qu'elle rencontre. Alors elles font d'abord ce qu'a fait David Pujadas, c'est-à-dire elles font de la caméra cachée. Elles font semblant, un faux couple se présente dans cette société et fait semblant d'être intéressé par... Oui, parce qu'en effet, la difficulté n'est pas là où on croit. Cette histoire de procédure judiciaire contre des sociétés américaines, elle existe en vrai, puisque l'association Juristes pour l'enfance, dont je fais partie par ailleurs, a justement déposé des plaintes contre ces sociétés. Et je me suis beaucoup inspirée de ce qu'on a vécu dans cette procédure, même si j'ai quand même beaucoup simplifié, parce que sinon, un cours de droit, ça n'aurait pas été bien pour un roman. Hein, mais la difficulté n'est pas là où on croit, parce que quand on veut s'attaquer à ces sociétés américaines qui sont quand même un petit peu toutes puissantes, on croit que la difficulté va être d'obtenir des informations. Et en réalité, ça a été très facile. Infiltrer ce genre de société, c'est à la portée du premier venu, parce qu'en réalité, elles ne se cachent pas du tout. Le délit qu'on leur reproche, c'est leur fonds de commerce. Donc elles s'en vantent, c'est en toutes lettres sur leur site internet. Dans la première réunion d'information, on obtient tout ce qu'on veut. En revanche, la difficulté, c'est la justice française. Parce qu'une fois que le dossier accablant est constitué beaucoup plus facilement que prévu, sur la partie qui était censée être facile, à savoir faire appliquer la loi, eh bien c'est là que les difficultés commencent. Donc tant mieux pour moi, pour mon intrigue, mais tant pis pour les enfants qui subissent les pots cassés de ce genre de technique. Alors, ces deux héroïnes qui sont extrêmement touchantes, que vous nous rendez très très vivantes et très avec leurs soucis, avec leur passé. L'homme a un mari qu'elle aime infiniment, l'autre n'en a pas encore et est bien malheureuse. Votre livre est extrêmement charnel. C'est un roman à thèse, hein, puisque vous présentez un combat, comme un peu le livre de Bjørn Lochner, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Les parfums du château, et qui était une bataille contre la pornographie. Et je pense que c'est un livre qu'on peut donner aussi aux jeunes. Parce que tout est facile, tout est, y compris la plaidoirie finale de Carole, qui est magistrale. Ben oui, vraiment, on peut le mettre dans toutes les mains, y compris celles des jeunes. D'ailleurs, les jeunes en terminale, j'ai plusieurs témoignages, ont beaucoup apprécié. Mais vous voyez,
si les personnages sont charnels, c'est parce que moi, j'ai avant tout voulu écrire un roman. C'est-à-dire que moi, j'écris des livres, des essais sur la PMA, la GPA, le mariage, je lis ceux des autres sur le genre, sur le transhumanisme, tout ça, c'est super que ça existe, et tant mieux qu'on les ait, et il faut les lire. Mais à un moment, j'ai eu l'overdose de tous ces livres. Oui, qui ne sont quand même pas qui sont pas très faciles à avaler. Mais quoi. y compris les miens. Et je veux dire, j'ai eu envie de passer d'avoir quelque chose, de passer une bonne soirée, mais sans perdre mon temps, sans lire des âneries, sans lire des trucs déprimants. Voilà, juste le roman qui nous fait passer une bonne soirée, c'est tout. Et donc j'ai voulu écrire ce roman. Et la GPA m'a donné la possibilité de le faire. Donc vous voyez, c'est pas que j'ai voulu faire un truc sur la GPA et j'ai saisi l'occasion du roman pour faire passer des idées. Parce que mes idées sur la GPA, je les ai déjà écrites dans d'autres livres. J'ai vraiment voulu écrire un roman. Et comme j'ai pas le temps d'aller faire des recherches sur une époque inconnue ou une civilisation que je ne connais pas, eh ben j'ai pris le droit, le 21e siècle et la GPA. Voilà, ça m'a permis d'avoir une trame que je maîtrise à peu près. Mais mon but, c'était vraiment de raconter la vie des gens en 2018 en France. Et ce couple, Jane et Virgile, sont très intéressants puisque vous présentez en plus leur vie de famille et le passé de ce couple qui, Jane s'est longtemps demandé si elle allait épouser cet homme qui n'avait pas sa foi catholique. Et donc vous racontez comment tout se passe et encore une fois c'est extrêmement humain. Mais vous insistez bien toutes les deux. Et la plaidoirie est le point, le climax du roman, sur la femme qui est quand même transformée en esclave. Bah oui, c'est-à-dire que quelles que soient les intentions qui sont le plus souvent bonnes, on va parler des gens qui veulent des enfants, on ne parlera pas des acteurs de l'industrie de la GPA et de la procréation en général qui, eux, n'ont pas du tout de bonnes intentions. Juste faire du fric. C'est ça, voilà. Et faire du fric, c'est pas mauvais en soi, tout dépend des moyens qu'on emploie pour faire ce fric. Hein. Oui, dans quel domaine? Voilà, c'est ça. Et en effet, la réunion d'information avec l'avocate américaine qui explique justement comment sont traitées les femmes, c'est-à-dire que oui, elles sont nourries, elles ne sont pas battues, jusque-là tout va bien. Mais pour expliquer que ce sont des femmes qui sont complètement démunies, qui n'ont pas de recours, qui de toute façon n'ont pas de quoi se payer un avocat, alors qu'eux sont la machine juridique, le bulldozer qui écrase tout sur son passage, ça permet de réaliser que le bonheur des uns est au prix de la maltraitance des autres. Et puis aussi, il y a les enfants, quoi, parce que à la limite, les femmes sont peut-être... Certains veulent croire qu'elles sont majeures, consentantes. Bon, le droit protège aussi les gens contre l'exploitation, y compris quand ils sont consentants. Hein. Lorsqu'une personne va être exploitée à travailler 18 heures par jour pour 3 € la journée, peut-être qu'elle est contente de son contrat. N'empêche que la loi dit non, ça c'est de l'exploitation. Donc c'est pareil pour la GPA. Mais en plus, les enfants, eux, ils n'ont rien demandé. Et ils sont fabriqués d'une manière qui vise à les séparer de la femme qui les a portés, pour être vendus ensuite à des parents, certes, mais enfin qui sont en premier lieu des acheteurs. Et tout ça est malheureusement extrêmement grave. Et alors, vous stigmatisez bien tout de même l'espèce de rouleau compresseur de l'opinion publique et le fait que les voix opposantes à cette GPA sont extrêmement peu entendues. Alors, en effet, les héroïnes de ce roman, comme beaucoup d'entre nous dans la vie, ont parfois l'impression de se heurter à un monstre, mais en même temps, voilà, c'est le petit grain dans l'engrenage qui peut avoir des effets, bénéfiques. Alors, on ne les voit pas tout de suite, on ne les voit pas forcément, mais ça vient toujours un jour ou l'autre, parce qu'on peut méconnaître les droits d'autrui dans l'indifférence générale, même l'impunité juridique, comme c'est le cas aujourd'hui, pendant un certain temps, mais ça n'a qu'un temps. Il y a toujours un moment où la justice reprend ses droits, c'est le cas de le dire, et un jour ou l'autre, on ouvre les yeux. Simplement, pourquoi est-ce que des personnes comme ces deux jeunes filles s'engagent? C'est parce qu'on aimerait bien que ce moment n'arrive pas trop tard et qu'il n'y ait pas trop de dégâts d'ici là, quoi. Si on pouvait ouvrir les yeux tout de suite. Mais vous savez, sur la gestation pour autrui, l'opinion publique est quand même, certes, et n'est pas très bien formée, n'est pas très bien informée. Les voix dissidentes ont du mal à se faire entendre, mais enfin, il y a 10 ans, dans la folie de l'émotion suscitée par les premières affaires juridiques, on a quand même eu des propositions de loi déposées au Parlement, signées par des députés de droite et de gauche, tous en chœur, pour légaliser la GPA. Nous sommes 10 ans plus tard, et non seulement c'est pas fait, mais en plus c'est très loin d'être fait. Et maintenant, il y a des femmes de gauche qui se lèvent. C'est ça.
Tout à fait. Pour vous soutenir. Oui, c'est ça, c'est que les gens se lèvent un petit peu de partout. Et c'est d'ailleurs c'est un signe d'espérance de voir que les chemins pour arriver finalement à la justice peuvent être parfois un petit peu divers, mais qu'on arrive au même point. Et donc, sur cette question de la gestation pour autrui, justement, on voit combien la mobilisation de quelques-uns à l'origine a porté ses fruits et peut-être même va en porter d'encore plus beau et plus grand si on arrive vraiment à éradiquer cette pratique définitivement. Et, il y a eu récemment un colloque organisé par les francs-maçons. Le titre du colloque était tout de même bien précis. La gestation pour autrui, parlons-en. Enfants, parents, mères porteuses, donneurs, donneuses, leurs droits, leur place. Alors, vous savez, ils annoncent leurs droits, mais moi je demande que ça, de parler des droits de chacun, parce que de toute façon, on ne parle jamais des droits de l'enfant. Mais si on parle des droits de l'enfant, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et être élevé par eux. Donc comment des pratiques qui ont pour but numéro 1 d'écarter un des parents de l'enfant pourraient être respectueux de ce droit. Donc il n'y a pas de problème, si on veut discuter sur le terrain des droits. De toute façon, les droits de l'enfant font échec à ces pratiques. Il faut juste avoir envie de les respecter. Et malheureusement, y compris la Cour de cassation a un petit peu démissionné de son rôle de faire respecter les droits de tous. Donc c'est pourquoi c'est vraiment les citoyens, la population qui doit se mobiliser, se battre contre toutes ces pratiques pour exiger du législateur qu'il fasse son boulot, qui est d'obliger les uns à respecter les droits des autres. Vous montrez comment, à l'université, le combat contre la GPA pose problème, gêne les uns et les autres, et vous montrez aussi que certains juges préfèrent laisser les dossiers en bas de la pile, tout simplement pour la bonne évolution de leur carrière. Et oui, malheureusement, il y a tout ça, mais bon, ce n'est pas nouveau, j'imagine. Chaque époque a ses défis à relever. Et en effet, quand on ne va pas dans le sens du courant, on suscite des résistances et c'est pas drôle. Franchement, ça n'est pas amusant, mais ça ne doit pas nous arrêter. Dire ça n'arrête pas les héroïnes du roman, parce que sinon... Rien ne les arrête, vos héroïnes. Rien ne les arrête. Alors, j'ai choisi pour illustrer votre émission, Aude Mirkovic, un très joli tableau que j'avais vu à Madrid. C'est la Sainte Vierge qui rend visite à sa cousine. Elles sont toutes les deux enceintes et c'est un très rare tableau où l'on voit le bébé apparaître dans la robe. Donc, toutes les deux... C'est un tableau que j'aime beaucoup. Est-ce que la réaction à la GPA vient uniquement des milieux chrétiens ou est-ce qu'il y a aussi des gens sans appartenance religieuse qui réagissent? Alors, heureusement pour l'humanité, oui, il y a des gens sans appartenance religieuse qui réagissent. Parce que la chance de notre époque, c'est que nous sommes allés tellement loin, justement, dans l'atteinte à l'humanité des êtres, des enfants en l'occurrence, et puis même des femmes, que du coup, ça a quand même eu un petit électrochoc, mais les chrétiens avaient besoin aussi de cet électrochoc. Ça fait des générations qu'en fait on supporte, qu'on s'habitue à petit des concessions de ci, de là. D'ailleurs, des concessions qui servent aujourd'hui de levier des revendications, parce que comme la société a toléré des incohérences de ci, de là, et bien aujourd'hui, certains s'engouffrent dans ces brèches pour réclamer justement la reconnaissance de tous leurs désirs. Donc oui, la gestation pour autrui suscite une réaction d'indignation et une volonté de s'engager pour protéger les femmes et les enfants qui dépasse largement les milieux, les appartenances religieuses, les connotations politiques, et c'est tant mieux. Et heureusement. Donc, peut-être que justement ce sera... la gestation pour autrui, c'est une des pratiques qui choque le plus les gens, donc qui leur permet de se rendre compte, de réaliser que le progrès technique, on le sait très bien, n'est pas forcément synonyme de progrès humain et qu'il ne faut pas dire oui à tout ce que la technique permet. Voilà. Merci beaucoup, Aude Mirkovic. On vous écouterait pendant des heures. En tout cas, lisez En rouge et noir, Chronique des gens ordinaires. C'est une maison d'édition qui s'appelle Scolae. C'est ça. Mais on peut commander ce livre sur Internet. Oui, ou dans sa librairie. Et dans sa librairie, Livres en famille. Tout à fait. Qui est un très bon site pour les livres. Et que je remercie de diffuser cet ouvrage. Et merci beaucoup d'avoir fait ce beau travail. Encore une fois, c'est un excellent roman et on apprend beaucoup de choses tout en
je dirais pas en se distrayant, parce que le sujet c'est pas le mot qu'il faudrait. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Et j'ai passé Bon, une bonne c'était nuit, mon but. une bonne nuit, hein, parce qu'il faut quand même du temps pour lire. Merci beaucoup, Merci Aude à vous. Merkovic, amie de TV Liberté, à très vite.